Shinichi. Bonjour à tous et bienvenue sur ce déjà 4e résumé des aventures de Détective Conan. Comme d'habitude, je vous demande votre attention pour la continuité de ce format sur la chaîne, car j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous demander. Vous avez été très enthousiastes la dernière fois et nous avons dépassé le seuil des 100 pouces bleus sur le 3e résumé alors que j'en demandais beaucoup moins, et pour cela je vous remercie énormément. Compte tenu de ce palier, je vais cette fois fixer un objectif de 120 pouces bleus. Alors oui, je sais que c'est conséquent, mais c'est largement possible et vous l'avez déjà prouvé. Voici des clés simples pour atteindre rapidement cet objectif. Mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous l'appréciez, faites-moi part de votre avis en commentaire et partagez la vidéo autour de vous. Tout ceci permettra un meilleur référencement et touchera encore plus de fans de la série. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes plus de 90% à être des spectateurs réguliers sur la chaîne sans être abonnés. Donc je compte sur vous pour rejoindre ma petite chaîne. Ça me ferait super plaisir que vous m'accompagniez dans cette aventure qu'est YouTube. On va terminer là-dessus. Aimeriez-vous d'autres résumés de mangas sur la chaîne? Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire, car je songe à faire perdurer ce concept avec des séries longues. Allez, c'est promis, je m'arrête là et on est parti pour le 4e résumé. Petit aparté, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur le retour de certains couples dans la série, si leur relation n'avançait pas. On est tout de suite parti avec le volume 31. Ici, c'est l'occasion de voir le personnage de Aibara se rapprocher de Ranmuri. Je ne m'attarde pas là-dessus, et on passe au volume suivant. Tome 32. Les Detective Boys profitent d'un spectacle animalier et remarquent un homme sous le feu des projecteurs. Un nouveau personnage est introduit, il s'agit de James Black, que les journalistes confondent avec Randy Hawk, un célèbre sponsor américain. Peu de temps après avoir rencontré Conan et sa bande, il se fera kidnapper car ses ravisseurs le confondent avec le vrai sponsor comme les journalistes. Heureusement, les enfants et la police parviennent à le sauver. Pendant cette intervention, Shuichi Akai apparaît et observe Aibara depuis son véhicule. Conan découvre son identité car elle a dû faire une déposition au commissariat. Il semble d'ailleurs avoir participé à l'arrestation des ravisseurs de James Black. Il s'ensuivra ensuite un mystérieux échange entre les deux hommes. On apprend que James est venu au Japon sur la demande de Akai et que ce dernier aurait coupé ses longs cheveux suite à une rupture avec sa petite amie et qu'il aimerait que James l'aide à le lui faire payer. Vous l'aurez compris, mais il s'agit ici d'un langage codé qui ne prendra sens que plus tard. Je passe aussi rapidement sur le rapprochement entre Sato et Tashigi. Elle a un rendez-vous arrangé et on découvre que son cœur est clairement tourné vers l'inspecteur. Tome 33. On apprend que quelqu'un a volé le rapport des enquêtes résolues par Kogoro. Les dossiers ont cependant été renvoyés à la police, sans nom d'expéditeur par la poste. Et il est à noter que tout ceci est survenu le jour de l'attaque du bus, qui est survenu pendant le volume 29. Il faut aussi noter que Conan ne dit pas tout de suite à Agasa ce que vient de lui divulguer le lieutenant Takagi, pour une raison que l'on découvrira plus tard. Encore une fois, Shuichi Akai apparaît, observant l'agence du détective Mori. En fin de volume, Jody Saint-Émilion fournit plusieurs exemples à Conan lors d'une enquête concernant des noms de lieux sans lien avec leur fonction, afin de l'aiguiller lors de l'une de ses déductions. Elle évoque le bureau, plus fréquemment appelé le FBI, de manière appuyée. Faut-il en déduire que Jody est en fait un membre du FBI? Tome 34. Le début de ce volume fait suite à l'enquête débutée dans le précédent. À la fin de l'affaire, Jody dit qu'il serait temps de cueillir la pomme. Elle est sûrement en train d'évoquer la pomme pourrie ou Rotten Apple qu'elle évoquait lors du volume 27, qu'elle introduisait en tant que nouveau personnage. Encore une fois, je vous renvoie au précédent résumé. En parallèle, on revoit Chris Vignard, alias Vermouth, qui est en train d'échanger par email avec Jean. Au cours de l'échange, on découvre que son but est bien d'éliminer Aibara. Le chapitre suivant, Shinichi informe Agasa du vol du dossier de l'affaire du bus par les hommes en noir. Il théorise que ces derniers le savent peut-être vivant et dans Kogoro, mais ne s'en inquiète pas, car selon lui personne ne sait qu'il a rajeuni et qu'il endort Kogoro pour prendre sa place. De plus, il ne s'agit encore que d'une supposition. Dans tous les cas, il déduit que l'organisation ne verra dans Conan Edogawa
qu'un gamin étrange, féru d'enquête policière. Conan souhaite demander un service au professeur, qui se vexe soudainement car ce dernier ne vient le voir que lorsqu'il en a besoin. Le détective rajeuni lui explique alors qu'en présence de Haibara, il n'a pas pu lui parler immédiatement du vol du dossier de l'affaire du bus la dernière fois qu'il l'a vu, afin de ne pas l'inquiéter. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette dernière les écoute. Eiji sort tout à coup de nulle part et se mêle à la conversation, appelé en renfort par Agasa pour aider Shinichi. Il théorise sur le pourquoi du renvoi du dossier à la police, plutôt que de le détruire, et pense que c'est une manœuvre afin d'effrayer Haibara. Finalement, Conan revient sur l'enquête de l'hôtel Aido City. Cela s'est passé pendant le volume 24, toujours dans le second résumé. Il a découvert que Pisco avait un complice qu'il a aidé à s'en sortir lors de son interrogatoire, et qu'il s'agissait de l'actrice Chris Vinyard. Elle est en effet la seule des suspects de cette affaire à avoir annoncé son retrait temporaire du monde du spectacle. Conan émet enfin sa demande à Agasa. Il s'agit de rassembler des informations sur Vermouth en se faisant passer pour un fan sur un site internet consacré à Chris Vinyard. Par discrétion, il ne peut le faire de lui-même car il doit se rendre dans un cybercafé pour surfer sur le net et il craint que ce comportement n'attire l'attention. Je vous rappelle que la temporalité de Détective Conan se situe dans les années 90, au cas où ce passage vous semblerait étrange. Agasa demande à Conan ce qu'il compte faire de ces renseignements, et Eiji le devine. Il est possible que Vermouth, alias Chris Vinyard, soit en fait déguisé en Jody Saint-Émilion. Il décide donc de lui rendre une visite surprise, en espérant découvrir des indices dans son appartement. Eiji et Conan découvrent et récupèrent une pellicule photo qui contient plein de clichés d'eux. Mais cela ne suffit pas à la confondre en tant que membre de l'organisation des Hommes en Noir. Eiji semble croire qu'elle n'est pas mauvaise, ce qui peut nous faire penser qu'elle serait plutôt du côté du FBI comme évoqué dans le volume 33. Cela peut aussi expliquer qu'elle fasse semblant de mal parler japonais, comme le lui fait remarquer Eiji. Finalement, la fin du chapitre se clôture par la confirmation que Jody enquête sur l'entourage de Shinichi Kudo sans confirmer son affiliation au FBI ou chez les Hommes en Noir. Conan finit par redemander à Agasa ce qu'ont donné ses recherches concernant Chris Vinyard, et il s'avère qu'elles n'ont rien donné. Sa vie est un mystère complet, même pour ses fans. On apprend qu'elle n'est apparue en public qu'une seule fois, le jour du décès de sa mère. Harcelée de questions, elle finit par répondre que ce sont les secrets qui font des femmes ce qu'elles sont. Pour terminer, une célèbre actrice japonaise était présente aux funérailles sans que l'on se souvienne de qui c'était. Plus tard dans ce même volume, alors qu'elle est en voiture avec Kogoro et Conan, la pluie se met à tomber. Ran est prise de fièvre et plusieurs flashbacks lui surviennent. Sa fièvre se fait de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et replonge dans ses souvenirs. On se retrouve donc après l'affaire survenue dans le volume 21 lors de la visite de Shinichi à ses parents aux États-Unis en compagnie de Ran. Arrivés à Los Angeles, ils ont dû prendre une correspondance pour New York à la demande de la mère de Shinichi. Celle-ci a pu avoir des places afin d'assister à une comédie musicale nommée Golden Apple. Un lien avec le terme Rotten Apple et l'accueil de Jody sont peut-être à faire ici. Sur la route, Ran remarque beaucoup de voitures de police. Kudo lui explique que les policiers recherchent le tueur fantôme, un homme d'origine japonaise et aux longs cheveux s'attaquant aux jeunes femmes après minuit. Alors qu'elle est sur le point de se faire verbaliser suite à sa conduite sportive, Radish Redwood, capitaine de la police new-yorkaise, apparaît pour les aider. Il a été aidé à de nombreuses reprises par le père de Shinichi, mais il s'agissait en fait d'un déguisement de Sharon Vinyard, la mère de Vermouth. Sharon et Yukiko se connaissent car elles ont pris des cours auprès d'un magicien pour un rôle au cinéma. D'ailleurs, le dit magicien a des airs de Kaito Kid. Alors que Ran remercie le ciel d'avoir mis sur sa route la grande actrice qu'est Sharon, celle-ci l'interroge sur l'existence de Dieu, rappelant que la vie est injuste avec les bonnes personnes et que les anges ne lui ont jamais souri. Tome 35. On apprend donc les différents malheurs de sa vie. Sa mère est morte dans un incendie lors de ses débuts au cinéma. Son mari est mort de maladie le lendemain de la remise de son Oscar, contrairement à sa fille, qui semble auréolée de chance, avec une carrière naissante triomphale et sans ennui. On apprend cependant qu'elle a de mauvais rapports avec elle et que c'est d'elle que Vermouth tient son art du déguisement. Finalement, Sharon décrit sa fille comme quelqu'un d'étrange, aux fréquentations douteuses,
et précise ne plus la voir depuis 10 ans. Dans la salle de spectacle, Ran s'égratigne le bras et se voit donner un mouchoir en tissu par Sharon, qu'elle tient à garder en souvenir. Mais elle perd ce dernier par inadvertance, alors qu'ils sont en train de rentrer à l'hôtel après l'affaire survenue au spectacle. Shinichi l'aperçoit accroché à une rambarde d'escalier et rentre dans un immeuble abandonné afin de le récupérer. C'est alors que Shuichi Akai apparaît devant Ran. Il arbore comme le tueur recherché par la police de longs cheveux. Il s'adresse à Ran et lui demande si elle n'aurait pas vu un japonais aux cheveux longs décolorés. On comprend au vu de ces échanges qu'il recherche le meurtrier. Il conseille à Ran de partir avec Shinichi, la pensant cependant en sécurité car le secteur est bouclé par la police. Elle part prévenir Shinichi, mais vous l'aurez sûrement deviné, ce dernier est aux prises avec le serial killer qui se fait sauver in extremis par le couple. En effet, dans sa fuite, il manque de tomber dans le vide. Suite à tous ces événements, Ran finit par s'évanouir dans le bâtiment désaffecté et se fait ramener par Shinichi. Yukiko indique le lendemain de l'affaire que Ran semble avoir tout oublié, ce qui explique pourquoi elle ne comprenait pas ses flashbacks avant de tomber dans les pommes durant le volume 34. L'oubli est justifié par le fait que l'esprit de Ran l'associait à un mauvais souvenir. Donc faisons le point. C'est lors de cette affaire que Ran s'est rendu compte qu'elle aimait Shinichi. Ensuite, elle se souvient que Shuichi Akai faisait probablement partie du FBI à cette époque-là en tout cas. Le chapitre suivant, Conan appelle Ran en tant que Shinichi et il termine par rediscuter avec elle du criminel japonais en fuite auquel ils ont été confrontés lors de leur voyage aux États-Unis. Ran lui demande plus de détails car les nouvelles avaient fait part de son suicide, mais Shinichi pense plutôt à un meurtre. Finalement, le volume s'achève avec l'affaire Numabuchi. C'était un membre de l'organisation, mais trop instable, il devait servir de cobaye pour l'APTX. Il était parvenu à s'enfuir et tuer ses victimes, les pensant membres de l'organisation. Dans ce volume, il s'échappe pour revenir sur un des lieux de son enfance, avant son exécution, et une fois cela fait, il se rend sans faire d'histoire. Tome 36. On en apprend plus sur le passé de Sato. Un de ses anciens coéquipiers, nommé Jinbei Matsuda, est décédé lors d'une enquête face à un bombardier fou. Elle en était tombée plus ou moins amoureuse, mais entre le décès de son père lorsqu'elle était enfant et cet amour naissant, son cœur s'était fermé à celui des autres jusqu'à l'arrivée de Takagi, qui est un personnage partageant certains traits de caractère avec les deux hommes que Sato a aimés dans sa vie. Tome 37. Sato parvient à arrêter le responsable de la mort de son ancien coéquipier. Cette dernière et Takagi manquent de s'embrasser avant de se faire interrompre. Sato parvient désormais à vivre avec ses souvenirs et la relation entre les deux policiers semble faire un bond en avant. Plus tard dans ce tome, Conan nous fait un résumé de ce qu'il sait sur l'organisation. Il fait d'abord le compte des personnes faisant ou ayant fait partie des Hommes en Noir. Gin, Vodka, Masami Hirota, Tequila, Pisco, Numabuchi et Aibara. Au passage, Conan déduit le vrai nom de Aibara. Sa sœur avait inventé le nom de Masami Hirota, mais elle s'appelait en réalité Akemi Miyano. Conan a entendu Pisco appeler Aibara Shio, donc sa réelle identité serait Shio Miyano. On en revient à l'organisation. Conan sait qu'elle amasse de grosses sommes d'argent grâce à son activité criminelle, et que cet argent sert à financer la fabrication des médicaments comme la PTX. En plus, il recherche des informaticiens de haut niveau, mais il ignore dans quel but. Kogoro est appelé pour une nouvelle enquête où un ingénieur en conception de jeux vidéo a disparu depuis une semaine. Un certain Suguru Itakura. L'organisation semble impliquée dans sa disparition. En effet, un homme cherchant à le retrouver et faisant appel à Kogoro indique avoir rencontré une personne ressemblant à Tequila 2 ans auparavant. Conan se met en tête de retrouver Itakura afin de l'interroger. Grâce à Kogoro qui se fait passer pour Itakura au téléphone, ils parviennent à le localiser à l'hôtel New Beka, mais arrivé sur place, il est déjà mort. À la fin de l'enquête, Conan parvient à récupérer une disquette contenant son journal intime et espère trouver des informations que l'informaticien aurait notées concernant ses échanges avec les Hommes en Noir. Sur le retour de cette affaire avec Ran, il croise Shuichi Akai. Il fait remarquer à Ran qu'il ne la voit qu'en train de pleurer. Il lui indique alors qu'elle lui rappelle quelqu'un, une femme qui portait un masque de sérénité et qui pleurait dans l'ombre. Après son départ, Conan demande à Ran de qui il s'agit, et cette dernière lui explique avoir vu cet homme
aux États-Unis accompagné d'un homme portant les initiales du FBI sur son dos. Notre détective se demande alors ce que pourrait faire le FBI au Japon. Appartient-il vraiment au FBI? Aurait-il tué le serial killer japonais? Finalement, Conan arrive chez Agasa et découvre le contenu caché du journal intime. Itakura a cessé le développement du logiciel qui intéressait l'organisation peu après l'arrivée de Tequila suite à ses problèmes de vue. De ce fait, il a fini par subir des pressions quotidiennes de la part de l'organisation et a fini par accepter de terminer son logiciel. Alors qu'il laisse une note dans son tiroir en indiquant qu'il accepte, on lui répond au dos en lettres de sang « OK ». L'organisation lui a laissé un téléphone et un numéro à contacter. Il est alors tombé sur une femme très distinguée d'après ce qu'il écrit dans son journal. On lui a alors demandé de terminer son logiciel en moins d'1 an. Les échanges se font désormais par email. Itakura a accepté l'offre à condition d'être payé en avance et que l'on cesse de le harceler. On apprend que s'il avait cessé le développement de son logiciel, ce n'était pas que pour ses problèmes de vue, mais aussi pour le bien de l'humanité tout entière. Itakura avait décidé de fuir à l'étranger et avait laissé son logiciel inachevé dans sa villa secondaire, à côté de son ordinateur. Conan découvre qu'un mail avec l'heure et le lieu pour leur donner le logiciel sera envoyé dans 3 heures. Finalement, Itakura revient sur son premier échange téléphonique avec la femme de l'organisation. Il lui avait demandé pour qui se prenaient les hommes en noir, ce à quoi elle avait répondu ceci: « Nous pouvons être Dieu et le diable à la fois, car contre le cours du temps, nous essayons de ressusciter les morts. » Aibara surprend Conan et Agasa en train de lire le journal et lui font croire que c'est simplement un roman. Le professeur change de sujet avec un nouveau gadget pour Conan, la ceinture ballon. Elle produit un ballon de foot qui cependant ne peut tenir sa forme que pendant 10 secondes. Après le départ de Aibara, Agasa et Conan se rendent à la résidence secondaire de Itakura afin de récupérer son logiciel et l'email de l'organisation des hommes en noir. Conan connaît l'adresse grâce à Kogoro, qu'il avait demandé aux personnes venues lui demander de le retrouver. Agasa craint que les hommes en noir ne leur tendent une embuscade, mais Conan ne le pense pas car ils ont peur que Itakura, en voyant ses exigences de tranquillité non respectées, ne leur remette pas le logiciel. Ils rentrent facilement chez le programmeur et reçoivent l'email, cependant ils ne parviennent pas à l'ouvrir car il nécessite un mot de passe. Mais le téléphone sonne et Vodka appelle. Conan décide de répondre au téléphone en empruntant la voix de Itakura qu'il a entendue dans ses enregistrements vidéo. Il parvient à négocier un rendez-vous dans les 4 prochaines heures à la gare de Kenbashi qui est en travaux sur Tokyo en prétendant qu'il doit se faire hospitaliser le soir même. Conan utilise ce stratagème car le décès de Itakura sera révélé aux informations le lendemain matin, annulant la possibilité de piéger l'organisation. Pendant cet entretien, Agasa et Conan ont craint d'être en fait surveillés par les hommes en noir, mais il s'avère que ce n'était pas le cas et que la demande de Itakura de ne pas être surveillé avait été suivie à la lettre. Il est impossible de faire appel à la police. Le logiciel de Itakura est protégé par un mot de passe. Vu le peu de temps dont il dispose, il est impossible pour Conan de trouver le mot de passe pour prouver à la police à quel point le logiciel mandaté par l'organisation est dangereux. Et même en mentant, comme le suggère Agasa, en évoquant un trafic d'armes, trop peu d'hommes seront sur place. Mais évidemment, notre détective a un plan. Comble de malchance, ils tombent en panne sur la route, mais se font aider par les braqueurs d'une bijouterie. De son côté, Aibara est prévenu par Misao Yamamura que la voiture de Agasa est tombée en panne sur la route vers la préfecture de Gunma. Elle s'équipe alors des lunettes radar de rechange de Conan. Le volume se termine sur un Vodka au téléphone qui indique que la mort de Itakura est prévue dès réception du logiciel, qu'il faut prévenir Jin et que plusieurs membres armés seront présents. Tome 38. Vodka ouvre le casier de Itakura à la gare de Kenbashi et découvre un chèque du montant versé par l'organisation ainsi que le supposé logiciel. Vodka demande à ce que l'on retrouve Itakura, mais ses hommes lui disent que seul un enfant et quelques hommes ivres sont rentrés dans la gare. Jin surgit soudainement derrière son coéquipier et lui sauve la mise. Alors que Vodka lui explique l'échange téléphonique qu'il a eu avec l'informaticien, Jin lui explique que si le logiciel dans le casier est scotché, c'est afin de récupérer ses empreintes. En effet, Vodka a dû retirer ses gants afin d'enlever les scellés. Impatient en attendant son rendez-vous, Vodka avait aussi fumé et jeté son mégot par terre. Cette erreur aurait pu les compromettre, car le mégot aurait pu contenir son ADN et donc sa véritable identité.
Pour terminer, Jin découvre dans la partie interne du boîtier un émetteur. Il devine même que Itakura n'est pas celui qui est à leur trousse, mais peut-être un homme recruté par celui-ci. Redoutable, il est parvenu à déjouer tous les pièges de Conan. Le boîtier étant encore tiède, il devine aussi que son ennemi n'est pas loin. Grâce à sa petite taille, notre héros se réfugie dans un casier. Alors que les deux hommes les ouvrent tous, Jin s'arrête, se rendant compte qu'un homme n'aurait jamais pu se réfugier dans un si petit casier. Conan s'en est sorti à un cheveu près. Il est finalement retrouvé par Aibara le lendemain matin grâce au signal de son badge de détective. Entre-temps, il s'était évanoui. Le chapitre se conclut sur un Shuichiakai épiant Conan et Aibara dans la foule le lendemain. Tome 39. Conan interroge Agasa sur le sens des phrases dans le journal intime de Itakura, surtout concernant la résurrection des morts. Mais ce dernier n'en sait pas plus, apprenant cependant à Conan que la femme que Itakura a eue au téléphone détestait les chats. En effet, après leur échange téléphonique, ce dernier a entendu un miaulement de chat et son interlocutrice a raccroché de façon affolée. Conan annonce qu'il aurait aimé en savoir plus sur Atsushi Miyano, le père de Aibara. À sa grande surprise, Agasa le connaissait et l'avait rencontré à plusieurs séminaires d'inventeurs. Il avait été banni de l'ordre de la science, cependant, Agasa le décrit comme un homme aimable, calme et intéressé par ses inventions. Finalement, on apprend que la mère de Aibara s'appelait Hélène et était anglaise, avec un caractère plus difficile. Pour Conan, cela peut expliquer le comportement un peu plus distant de sa camarade rajeunie. Tome 40. La demande en fiançailles de Takagi échoue, cependant après une affaire riche en émotions, Sato et lui se tiennent la main. Dans un manga comme Conan, c'est un sacré pas en avant. Quelques chapitres reviennent sur le premier amour du professeur Agasa. Enfant, il protégeait une certaine Fusai Campbell, qui avait peur des chiens et qui portait un chapeau car on se moquait de la différence de ses cheveux, due à ses origines métisses. Mais Agasa enfant lui dira les trouver très jolis et ressemblants aux feuilles de ginkgo. Fusai déménage soudainement et indique au jeune Agasa qu'elle viendra le retrouver tous les 10 ans dans le lieu de leurs souvenirs, en lui laissant en plus un message codé. Oui, je sais, c'est complètement abusé, mais on est dans Conan. Ils parviennent à trouver le fameux lieu, Fusai est devenue une très célèbre styliste, et quand elle voit Agasa, avec les Detective Boys, elle pense que ce sont ses petits-enfants. Ne voulant pas qu'il souffre qu'elle l'ait attendu toute sa vie, elle fait semblant de ne pas être son amour d'enfance, et pas rejoindre son prétendu mari. Cependant, Agasa efface le malentendu en lui criant qu'il aime toujours autant les feuilles de ginkgo. Finalement, cette histoire se conclut avec une Fusai qui souhaite revenir dans 10 ans, ce à quoi son ami Billy répond que leur prochaine rencontre se fera dans bien moins longtemps. Et voilà, on en a terminé avec ce résumé. J'espère que cela vous aura plu. Je vous rappelle qu'il est important de s'abonner et de lâcher un petit pouce bleu, de donner votre avis en commentaire, mais aussi de partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour le résumé numéro 5. À bientôt mes amis.